Bonjour à tous. Salut. Alors on est là avec Phil pour vous présenter mon nouveau vélo. Beaucoup sont au courant. En 2024, je change de sponsor vélo. Il y a pas mal de gens qui attendent la présentation de ce vélo parce qu'il est quand même très particulier. C'est le vélo le plus particulier que j'ai depuis peut-être le Moonraker en single speed. Hein. Si vous le regardez de loin, vous pouvez avoir l'impression que c'est un vélo électrique parce qu'en fait, il a un gros bloc au niveau du pédalier, on dirait un bloc de moteur. Mais pas du tout. Ceux qui me connaissent savent très bien que je passerai pas sur le vélo électrique avant... Très longtemps. Ouais, très longtemps, c'est ça. Avant mes 70 ans peut-être. Donc non, le gros bloc au niveau du boîtier de pédalier. C'est quoi le système de transmission? Ça c'est une courroie. Okay. C'est une boîte de vitesse en fait. On va vous expliquer tout ça. Alors du coup, ce bike check, c'est pas du tout un bike check avec le vélo neuf et tout ça. En fait, il a déjà bien tourné. C'est pas de la théorie que je vais vous dire, c'est vraiment de la pratique. J'ai déjà pas mal roulé avec. J'ai vraiment ridé en situation de montagne. Et j'ai aussi fait pas mal d'enduro avec, dans la zone A0 notamment. Donc je commence à avoir un très bon retour perso sur ce bike. Donc t'as pédalé avec. J'ai pédalé avec, exactement. Oh là là. Incroyable. Incroyable. Et t'as fait une vidéo dessus? Pas encore, non. Ok, c'est ce qui me semblait. Il est en test, là. Ok. La marque Zerod, c'est une marque très spécifique sur le marché. Alors, je vais pas faire de teasing, là, mais... Je vais y aller tout net, hein. Je vais y aller tout net. Non, c'est d'enfer, franchement. C'est le meilleur vélo que j'ai jamais eu, et vraiment de très très loin. Là. Oh putain, c'est trop génial ce vélo. Et du coup, on peut passer vitesse à l'arrêt. Ah, c'est génial. Alors pourquoi il y a Phil? C'est parce que Phil, c'est toujours mon mécanicien officiel vélo, donc c'est lui qui me fait toute la maintenance et l'entretien du vélo. On est sur la roue arrière d'Alexis. Je vous laisse apprécier l'état de la jante. Hein. Il y a quasiment un rayon sur deux qui est totalement détendu. Le jeu de direction, je vous en parle pas, il a explosé. Et par rapport à la marque Zerod, il va jouer un autre rôle, on va en parler aussi après. Et donc comment j'en suis arrivé en fait à rouler pour cette marque de vélo? Zerod, pour tout vous avouer, moi j'en avais déjà entendu parler 2-3 fois, mais c'est pas une marque que j'avais en tête plus que ça. Et ça fait 2 ans que j'étais en discussion avec le responsable de la marque. En fait, il m'avait déjà contacté il y a 2 ans pour que je roule pour eux. Et moi d'emblée, la boîte de vitesse, tout ça, le poids que ça apporte en plus, puis le fait que je connaissais pas bien ce système, c'est vrai que je leur avais dit d'emblée que j'étais pas super chaud. Et c'est vrai qu'après j'avais continué avec mes sponsors originels, Pro Bike Shop et d'autres marques de vélo. Et en fait, pour la petite histoire, parce que ça c'est rigolo, c'est mon dernier vélo, qui est un vélo qui a un dérailleur normal. Quand je roulais dans un pierrier, j'ai complètement explosé la chape de dérailleur, qui était complètement éclatée. Quand t'as mis un caillou à la place. Et c'est ça, exactement. Ah ouais, là. Ah mais en plus c'est du carbone, ouais. Ah ouais. Il faut un caillou comme une attelle. Trouve un bon caillou pour mon derrière. Ça, regarde. Regarde. Vas-y, passe la vitesse. Ça roule. C'est pas mal. Et en fait, le responsable de Zerod, il m'a recontacté suite à cette vidéo, il m'a dit tu vois, si t'avais pris un Zerod, ça te serait pas arrivé. Et c'est suite à cette nouvelle discussion quand je lui ai dit banco pour cette année, et franchement, je le regrette vraiment pas, parce que c'est vraiment un truc de ouf. Alors, on va tout vous dire avec Phil. Déjà, est-ce qu'on peut dire, elle vient quand même de loin cette marque, mine de rien. C'est pas à la porte à côté, puisque c'est une marque néo-zélandaise. Et c'est une marque qui, depuis le début, a toujours cru à la boîte de vitesse. C'est une des rares marques qui a mis tous ses vélos équipés en boîte de vitesse. Et c'est une vieille marque en plus, en fait. Ouais, ça existe depuis un petit moment. Ouais. Parce qu'il faut le rappeler que les boîtes de vitesse, ça fait plus de 20 ans que ça existe sur les vélos. C'est pas tout neuf, on n'en voit pas beaucoup, mais ça existe depuis très longtemps. Ouais. Je vais commencer par vous parler du modèle et de la géométrie globale. Puis après, on va vraiment aborder tout le sujet de la boîte de vitesse et de la transmission par courroie. Et à la fin, je vous ferai le topo sur tous les composants qu'il y a sur le vélo, sur tous les périphériques. Alors du coup, déjà, comme tous mes vélos, ce bike, c'est un montage perso, c'est-à-dire que c'est pas du tout le vélo de série. Il n'y a que le cadre et la fourche qui sont de série. Et tout le reste, c'est un montage qui a été adapté à ma pratique, qui, vous le savez, est un peu spécial. Pour le modèle, on est sur un Zerod de Taniwa, donc c'est leur version mulet de l'enduro, c'est-à-dire une roue de 29 à l'avant qui va améliorer le franchissement, avec une roue de 27,5 à l'arrière pour un vélo un peu plus court, un peu plus joueur, un peu plus réactif. Et aussi qui du coup permet d'être plus à l'aise sur des pentes raides, ce qui est souvent mon cas.
Ça augmente en fait l'ouverture de la fourche, donc on a une meilleure stabilité dans le raid. Et puis dans ton cas de figure à toi, ça facilite aussi le travail pour les nose turn et compagnie dans les épingles. On a un vélo qui est plus court, donc qui est plus maniable. Sachant que ça, c'est un cadre qui est spécifiquement adapté au mulet. Il y a des marques qui font des montages sur un cadre qui reste un cadre 29 sur lequel ils mettent 2 roues différentes. Celui-là, c'est le cadre version mulet. Et ils ont un enduro 29-29. Vous avez le choix. Donc s'ils l'ont fait comme ça, voilà, ils s'adressent à différents publics. Donc cadre intégralement en carbone. Pour la géométrie, c'est quelque chose de très moderne, une géométrie classique pour un enduro maintenant, avec un angle de fourche autour des 64 degrés d'angle. C'est une géométrie similaire, relativement similaire à mes bikes précédents, donc il n'y a pas vraiment de surprise là-dessus. Par contre, le comportement, mais ça n'a rien à voir, j'en parlerai après. C'est la répartition des masses surtout qui change énormément sur ce vélo. Après, juste un petit mot sur le design. Bon, après, les goûts, les couleurs, c'est particulier, mais... Il est très beau. Ah, bah, voilà, Dimitri trouve qu'il est très beau. Dimitri, c'est ma référence en design. En termes de goût aussi, je peux me permettre. après Jean-Hugues. Et c'est vrai que, enfin, moi j'aime beaucoup cette forme, et notamment aussi la couleur, là, ils appellent ça la couleur clay, donc. C'est argile, c'est ça? C'est une couleur qui est difficile à rendre en vidéo. C'est entre le gris, le sable, beige, le beige, ouais, tout. Enfin, mais en vrai, ça rend vraiment super bien. Mais selon la lumière, c'est pas du tout la même couleur qu'on a en perception. Donc à la caméra, je sais pas trop ce que ça donne. Enfin bon, la couleur, on s'en fout un peu, mais... C'est pas ça qui fera le comportement du vélo, en tout cas, ça c'est sûr. Voilà. Donc on va commencer par vous parler de cette fameuse boîte de vitesse et transmission par courroie, parce que c'est vraiment une révolution pour moi. Et alors c'est pas une révolution dans le milieu du vélo, comme disait Phil, ça existe depuis longtemps, mais vraiment en termes de comportement, et enfin ça change complètement le bike. Boîte de vitesse, ça veut dire qu'en fait, il n'y a plus de dérailleur, il n'y a plus de chaîne. Tout le système de changement de vitesse se situe au niveau du boîtier de pédalier. Le reste, en fait, c'est juste une transmission ultra basique avec une courroie et un pignon fixe à l'arrière. C'est opposé, on va dire, au système dérailleur. C'est-à-dire que tout le système est quasiment inversé. C'est un système qui a énormément d'avantages et quelques inconvénients, on va en parler. En fait, l'arrière est ultra simple. On ne peut pas faire plus simple. C'est un peu ce qu'on avait essayé de faire avec le single speed quand tu avais monté. Alors, on a les gens là beaucoup la roue arrière et en n'ayant plus de vitesse. Mais là, on a même plus de tendeur de chaîne au niveau de la roue arrière en fait. Le tendeur de chaîne, il est au niveau de la boîte justement en dessous. Donc, on a vraiment un arrière ultra épuré. C'est vrai que tu m'y fais penser. En fait, c'est un single speed où tu peux passer les vitesses. C'est ça. Non, mais en fait, ça a les avantages du single speed. En fait, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, ce vélo, en gros, c'est la synthèse de tes deux derniers bikes en fait. Là, on est sur une boîte de la marque Pignon, donc il y a deux grandes marques, on va dire, de boîtes de vitesse dans le vélo. Donc Pignon, c'est une marque allemande, et là, c'est leur boîte de vitesse vraiment haut de gamme. On est sur la C1.9, donc c'est la plus compacte, la plus légère. Et au niveau du ratio de pédalage, c'est incroyable, puisqu'on est encore au-dessus d'un ratio de dérailleur moderne 1x12 vitesses. Hop là, putain. Oh, oh là là. Oh yes! Ah, la boîte de vitesse! Et 9, 1.9, ça veut dire qu'elle a 9 vitesses. Voilà. Alors pourquoi 9? Elle existe en plus de vitesses, elle existe en 9, en 12 et même 18 vitesses. Pourquoi j'ai pris celle de 1.9? Simplement parce que c'est la plus légère. Et moi, j'ai pas besoin d'un milliard de vitesses, je suis pas un pédaleux, quoi. Sans blague, c'est vrai. Là, t'es à quelle vitesse? C'est la 1? La 1. Ouais. Donc ça, c'est le plus fort ratio. Vas-y, je vais tourner. Tu me dis. Vas-y, et va tout à fait à l'opposé. Et voilà, là, donc là, on voit bien que la vitesse de rotation est complètement différente entre le pédalier. C'est limite dur à pousser sur le, sans plier le pied, parce que le pied, il a du mal à... Vas-y, on fait l'inverse. Ah ouais, non, il n'y a pas photo. Oh, c'est un truc de fou. C'est génial, hein? Ouais, j'avoue. C'est magnifique comme... Donc en termes de passage de vitesse, c'est très simple, c'est une poignée ici qui est tournante. Mais la grosse différence par rapport au système de dérailleur classique, c'est que là, on peut passer ses vitesses à l'arrêt. Et ça, c'est un énorme avantage, surtout pour quelqu'un comme Alexis, qui fait beaucoup de pentraid et qui change souvent ses vitesses à l'arrêt. Alors, à l'arrêt ou en descendant. En descendant, sans avoir à pédaler. Qu'il n'a pas besoin de pédaler pour changer ses vitesses. Et ça, dans son cas de figure, c'est vraiment un énorme avantage. Donc pour les vitesses, c'est extrêmement simple, poignée tournante. Après, on verra qu'on peut aussi positionner un shifter classique, ça existe, l'option existe. Alors l'option est toute récente, hein. Ouais, elle arrive cette année, je crois. Mais après, la poignée tournante, c'est
il y a des plus et des moins aussi. Hein. C'est vrai que ça fait penser à des vieux vélos, ou limite à des vélos de ville, mais c'est pas si mal, hein, la poignée tournante. Hein. C'est pas la même sensation. Mais on y revient, hein. Il y a beaucoup de marques haut de gamme qui maintenant, notamment blocage et suspension avec poignée tournante, on y revient aux poignées tournantes. Et sur ce système pignon, on n'a pas de chaîne, on a une courroie carbone, donc moins de 100 grammes la courroie. Et surtout, une durée de vie, pour toi, c'est illimité. Dans le sens où tu n'es pas un gros pédaleur. C'est une courroie, ça fait au moins 10-15 000 km, si ce n'est pas 20 000 km avant d'être changé. Les avantages de la boîte de vitesse. Il y a quand même une liste pléthorique d'avantages. Le premier, qui est le plus important, c'est tout ce qui est répartition des masses. Parce que du coup, toute la masse est centrée au meilleur endroit possible sur un vélo, c'est-à-dire au niveau du boîtier de pédalier. Le but sur un bike, c'est d'avoir le moins possible de masse non suspendue. Donc là, on va avoir tout ça, c'est certes un peu plus lourd, mais c'est suspendu. Et là, les roues qui sont au niveau du point de pivot, c'est complètement léger. Donc en fait, on a beaucoup moins de problèmes de masse non pris en charge par les amortisseurs. Donc ça change complètement le comportement d'un bike. Tout ce qui est masse déportée sur la roue arrière, c'est le pire endroit en fait sur un vélo où avoir de la masse. Hein. Et du coup, le comportement de ce vélo, c'est dur à dire. Par rapport à mon vélo précédent, j'ai changé beaucoup de paramètres, évidemment, parce que c'est un cadre spécifique, avec des suspensions spécifiques. Il faudrait pouvoir tout comparer en changeant qu'un seul paramètre. Là. Mais le comportement, il est oufissime. En fait, je retrouve la nervosité absolue du single speed, c'est-à-dire avec une roue arrière qu'on décolle comme on veut, le vélo, on peut faire des replacements ultra nerveux sans aucun problème, que c'est joueur, un truc de fou, mais tout en étant collé au sol, en restant collé si t'as pas envie de décoller le vélo, parce qu'en fait, y a quand même une masse qui est importante et qu'au niveau du boîtier de pédalier qui fait que tu as un comportement qui est juste parfait. Quoi. Le vélo, il est sur des rails quand tu décides de le mettre sur des rails, et si tu décides de le rendre nerveux joueur, il répond tout de suite. Quoi. Alors du coup, j'ai envie de te piquer, moi. J'ai envie de te piquer. Puisque tu sais qu'on a toujours eu beaucoup de débats depuis qu'on discute par rapport au poids des vélos, etc. Et à l'époque, quand on avait proposé l'option single speed, c'était parce que, comme toujours, tu es au moindre gramme. Et là, on se rend compte qu'en fait, avoir un peu plus de poids, s'il est bien placé, ça peut être un avantage aussi, finalement. On a un vélo qui est plus stable dans le cassant. Par contre, j'ai une question à te poser, puisque moi, je l'ai pas roulé en montagne, ce vélo. Qu'est-ce que ça donne au niveau du portage ? Alors, ça c'est un autre avantage. Bon, c'est pas l'usage de la majorité des VTTistes, mais quand on porte le vélo, plus vous avez des masses qui sont éloignées de la ligne médiane du vélo, plus c'est chiant à porter, parce que le vélo il va déséquilibrer d'un côté de l'autre. Là, la masse principale elle est au centre, donc forcément c'est mieux. D'accord. Et donc le petit surplus, tu le ressens pas spécialement, quoi. Bah oui. Parce qu'il faut en parler du poids quand même. T'as totalement raison là-dessus sur le portage, c'est-à-dire qu'en fait il y a des vélos qui peuvent être plus légers, qui sont en ressenti plus lourd quand on les porte. C'est ça que je voulais te parler. Mais c'est totalement vrai, parce que en fait si le vélo il se déséquilibre tout le temps, c'est fatigant en fait, parce qu'on est tout le temps en train d'être déséquilibré, de le remettre correctement et tout ça, donc on dépense plus d'énergie, donc au final ça sert à rien d'avoir un vélo ultra léger s'il est pas bien centré en termes de masse. Alors du coup, avantage numéro 2, c'est, t'en as déjà parlé, c'est la possibilité de passer les vitesses à l'arrêt. Alors passer les vitesses à l'arrêt, c'est-à-dire que là, hop, là j'ai passé les vitesses. Hein. Donc il n'y a pas besoin de pédaler, rien besoin, là si je démarre, le vélo il est sur sa première vitesse, et si je tourne là, hop, il est sur la 5e là. Et c'est instantané, et d'ailleurs on peut passer toutes les vitesses d'un coup. Il n'y a pas de détachement progressif forcément des vitesses, ça va chercher juste les bons engrenages. C'est ça. Alors, passer les vitesses à l'arrêt pour un VTTiste d'enduro classique, c'est pas forcément un énorme plus. Ou pour un cross-country encore moins, quoi. Ça... Par contre, pour moi, c'est un avantage monstrueux, parce que c'est très souvent qu'on se retrouve dans une situation de montagne où, par exemple, quand on est dans une pente raide ou sur un terrain foireux, du coup, on place bien le vélo pour partir, et puis là, à ce moment-là, si tu n'es pas sur la bonne vitesse, sur un vélo normal, tu dois le lever, te faire tourner le pédalier, en même temps activer le shifter. Donc c'est chiant, en fait, ouais, c'est fatigant. Alors que là, hop, tu places le vélo, tu cliques, tu le mets sur la bonne vitesse, et tu pars. Franchement, ça, c'est une liberté de ouf. Et tu m'avais parlé d'un autre avantage quand même. Ouais. Sur ce passage-là de vitesse, le troisième avantage du coup, là je parlais du passage à l'arrêt, mais le truc qui est monstrueux, et je m'en suis rendu compte après, je pensais à... J'ai pas percuté tout de suite, mais c'est en roulant, quand vous descendez en vélo, et là pour le coup c'est valable pour tout le monde, parce qu'un vélo ça sert quand même vachement à descendre. Surtout en enduro, quoi. Enduro, ouais, c'est clair. Quand vous descendez et que vous changez de braquet,
vous êtes obligé de pédaler en descente. Alors, si vous êtes sur une bonne descente bien roulante, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes sur une descente un peu technique, en fait, le fait de pédaler, ça vous déséquilibre. On a tous pris l'habitude de faire ça, maintenant, donc tous les VTTistes font ça. Mais en fait, c'est pas du tout intuitif. Ça veut dire que au moment le pire, dans la descente, où tu es bien sur tes appuis, tout ça, et si tu changes de vitesse, ça veut dire qu'en plus, tu te prépares à un changement de terrain, d'inclinaison, de je ne sais quoi, à une relance. Et ben, en fait, au moment le pire, tu te déséquilibres. Sans compter que tu risques de toucher les manivelles au sol. Exactement, voilà. Et ben là, non, en fait, on reste en descente, sur sa position de descente nickel, on a juste à changer de vitesse, on reste exactement sur le même équilibre et on continue. Ça, c'est vrai, mais c'est jouissif, ce truc-là. Hop, je change de vitesse. Donc j'ai les pédales. Pour l'équilibre, c'est parfait. Oh yeah, joli. Ah, j'ai vu un pied. Ouais, j'avoue, ça c'est fou. Et je comprends même pas que ça soit tous les vélos de DH dans les Coupes du Monde, tout ça, ce soit pas botte de vitesse, parce que franchement... Avantage numéro 4. Vu qu'il n'y a pas de dérailleur, il n'y a pas ce gabarit supplémentaire sur le côté droit de la roue arrière. Et ça, quand on roule dans des terrains un peu accidentés, ça permet de faire passer le vélo dans un endroit plus restreint, et ça permet surtout une tranquillité d'esprit. Ce que j'allais dire, tu roules plus sereinement du coup. On n'a pas en tête... Bon, attention, dérailleur là. Ah non, 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 là, non. Il vaut 1000 balles mon dérailleur là, donc... Bon. Avantage numéro 5. Sur un vélo normal avec dérailleur, toute la partie transmis et dérailleur et cassette, c'est la partie la plus fragile, c'est la partie que vous allez casser le plus souvent, c'est la partie sur laquelle il va y avoir le plus de maintenance. C'est ça. Et du coup, avec ça, plus aucun risque de casse. Là, à part casser la courroie, je vois pas ce qui peut se passer. Et encore la casser, faut y aller, hein. Franchement là, c'est chaud. Même moi, je suis plus serein pour toi parce que les dérailleurs arrachés, c'est ma hantise. On voit bien le carbone qui est cassé là. Ah ouais, magnifique. Mais même là, j'ai pas encore pris vraiment le pli. Hein. C'est-à-dire qu'encore, j'ai toujours le réflexe de me dire côté droit, attention, rocher. Alors qu'en fait, côté droit, côté gauche, c'est Tu t'en fous. Limite, c'est presque le disque qui est plus fragile. Ouais, c'est ça. Maintenant, il y a deux côtés gauche. Ouais, c'est ça, c'est ça. Avantage numéro 6. J'ai eu l'impression que, en commençant à rouler le vélo, qu'il y avait une fluidité de ouf, quoi, que j'avais jamais ressenti sur un vélo. Je parle pas au pédalage, je parle juste en descente et tout ça. Et en fait, j'ai compris au bout d'un moment, c'est que sur un vélo normal, la transmission, ça se fait par chaîne, la chaîne c'est en acier, et la chaîne, elle tape tout le temps sur le cadre. C'est pour ça qu'il y a tous les protections de cadre sur les triangles. Alors là, je suis en train de mettre des protections. Hop. Tu as sorti au canapé, Alexis. C'est pas juste pour protéger le cadre, c'est quand vous voyez un vélo qui roule, peu importe même le ratio de vitesse, sauf peut-être sur les ratios les plus hauts, la chaîne elle touche tout le temps le cadre. Et ça induit en permanence des vibrations, des clangs dans le vélo, même s'il y a une belle protection, ça fait quand même des secousses à l'intérieur du cadre. Et le fait de passer à la courroie où il n'y a plus aucune secousse, mais truc de fou, on a l'impression d'être sur un tapis volant d'un coup. Quoi. Et du coup, en termes de comportement, ça améliore aussi le ressenti du comportement. Parce que du coup, on a vraiment l'impression que... Vous voyez cette sensation de vélo neuf, quand tout est fluide dans le vélo et tout ça, c'est la même chose, mais décuplé, quoi. Ouais, en fait, en gros, entre ça et l'absence de risque d'arrachement de dérailleur, c'est un vélo qui t'apaise beaucoup l'esprit, quoi. Ça, ouais. Charge mentale zéro, quoi. Tu peux te concentrer sur ta ligne, quoi. Avantage numéro 7. Là, j'ai parlé de la sensation en descente, mais la sensation aussi au pédalage n'a rien à voir. Alors moi, je suis pas un pédaleux, mais je l'ai quand même utilisé pas mal en enduro, là. En fait... La chaîne, il y a une notion de... C'est une transmission, comment dire. Tu sais, ça se fait de manière sèche, quoi. Ouais. Il y a des claques, ouais. Et là, en fait, avec la courroie, c'est comme s'il y avait un amorti permanent sur le pédalage. Alors, c'est pas un amorti qui fait que vous avez une mauvaise transmission, mais c'est juste que c'est ultra smooth, quoi. On a l'impression de pédaler dans un bain d'huile, quoi. D'ailleurs, c'est un peu... C'est un bain d'huile, de toute façon, il y a de l'huile dans la boîte, ouais. Alors là, ça va pas forcément beaucoup t'intéresser, toi, mais il y a un truc qui est intéressant pour ceux qui pédalent, c'est qu'une transmission par chaîne, elle est très efficace, hein, quand on est sur sa vitesse, il n'y a pas de souci, mais ça exige d'avoir une transmission qui est parfaitement entretenue et lubrifiée. Chaque petite friction va réduire votre performance. Là, comme on n'a plus besoin d'entretenir sa transmission, qu'elle est tout le temps fluide, on n'a pas de perte de rendement.
Alors qu'une sortie VTT dans la boue, au bout de 50 mètres, vous pouvez refaire votre nettoyage de chaîne. Alors oui, alors il n'y a pas de perte de rendement, mais par contre, à l'intérieur de la boîte, tu as des frictions. Et on a regardé le sujet avec Dimitri, il y avait des analyses de friction entre un dérailleur et la boîte de vitesse. La différence, c'est qu'en fait, la friction, elle est constante, peu importe la vitesse sur une boîte de vitesse. Et sur un dérailleur normal, la friction, elle varie énormément avec le ratio. Elle part de très haut, et après, les courbes se croisent. C'est-à-dire qu'en fait, sur les vitesses les plus hautes, c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'avantage passe à la boîte de vitesse. Ouais. Ouais. Mais du coup, en termes de friction pure, ça se vaut, quoi. Surtout quand le dérailleur est mal entretenu. Là, on n'a pas de problème, ça perd pas de qualité ça perd pas de qualité de friction. Comment ça, ils sont mal entretenus, mes derrière? Disons que tu viens pas assez souvent à l'atelier. Alors, l'avantage numéro 8, tous ceux qui ont un dérailleur le savent très bien, un dérailleur, ça se dérègle vite. On doit souvent aller chez le mécanicien pour faire régler son dérailleur. De moins en moins quand même, avec les électriques, maintenant c'est quand même moins. Avec les électriques, c'est plus simple. Mais c'est vrai qu'effectivement, ça se dérègle quand même régulièrement. Ouais. Là, il n'y a aucun réglage. C'est-à-dire que votre boîte de vitesse, ça va fonctionner pareil du début à la fin. De toute façon, vous ne pouvez même pas la régler, il n'y a rien à faire. Ouais, petite tension de câble, mais c'est rien, c'est pas méchant, quoi. Avantage numéro 9, de par ce système, il n'y a pas non plus de maintenance à faire. Absolument pas de maintenance. Premièrement, la courroie, comme j'avais dit, elle peut faire entre 10 et 20 000 km avant qu'on la change. On ne l'entretient pas, il n'y a pas de cassette à changer, on ne peut pas arracher son dérailleur. L'huile, on la change tous les 5-10 000 km. Tous les ans, c'est préconisé. Une fois par an. Donc en termes d'entretien, c'est à des années-lumière devant le système de dérailleur. Donc en fait, le coût de revient au départ, il est vite amorti dans le remplacement d'éventuels dérailleurs cassés, etc. Alors, avantage numéro 10, alors ça c'est un avantage un petit peu plus pratico-pratique que j'ai vu à l'utilisation. On n'a plus à se préoccuper de comment poser son vélo. Parce que, bah oui, quand t'as un dérailleur, faut pas le poser côté dérailleur, faire attention aux cailloux côté dérailleur. Wow, côté dérailleur en plus, quoi. Et en plus, quand on le porte, moi je le porte dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours le dérailleur vers l'extérieur, et à chaque fois que je le descends et que je le pose, une fois sur deux, tu as un rocher qui arrive à côté du dérailleur. L'air de rien, ça compte, hein. Le fait de ne pas avoir à faire attention à comment tu poses ton vélo, tu peux le poser n'importe comment. Et moi, en plus, je peux l'utiliser en vélo piolet, vachement mieux, parce que Ne parle pas du vélo piolet. Non, mais arrête, parce que ça, quand je fais le vélo piolet, j'en ai vraiment besoin d'utiliser. Oui, non, mais ça, je sais. Et sauf qu'à chaque fois, le dérailleur est du mauvais côté, parce que le vélo, je le tiens comme ça. Et du coup, je flingue le dérailleur, hein. Surtout quand c'est le vélo piolet dans les pierriers, comme la dernière fois. Plus qu'à se mettre en mode vélo piolet, là, c'est trop violent. Comme ça, j'aurais pas changé ma chape de derrière pour rien. Maintenant, la chape, elle est en acier. Quand j'ai vu la tête de ton dernier vélo la dernière fois, j'ai pleuré, quoi. Et donc là, vélo piolet, pas de problème. Et pareil, pour le ranger dans la bagnole, quand vous le mettez dans le coffre, truc comme ça, enfin tout ça c'est plus simple, quoi. Avantage numéro 11. C'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément à première vue, mais les transmissions modernes sont très souvent, même quasiment tout le temps maintenant, à cassette 12 vitesses, donc des énormes cassettes. Et pour faire entrer ces grosses cassettes sur nos roues arrière, les nappes de rayon doivent être repoussées au maximum vers le centre du moyeu. Donc aujourd'hui, la plupart des roues arrière de VTT elles sont asymétriques. On n'a pas la même angularité des nappes de rayon de chaque côté. L'intérêt d'avoir ce single speed, entre guillemets, à boîte de vitesse, c'est qu'on va avoir deux nappes de rayon symétriques, parallèles. Donc on a un parapluie qui est aussi rigide des deux côtés, et donc une roue qui est potentiellement plus rigide et plus résistante. Moins de risque de déformation de la jante et de voile. Donc ça, je pense que pour ta pratique, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant, quoi. Tout à fait. Du coup, maintenant, on va vous parler des inconvénients, parce qu'il y en a, bien sûr. Il n'y a pas que des avantages. Mais les inconvénients sont quand même... il y en a quand même beaucoup moins que les avantages. Alors, l'inconvénient principal numéro 1, c'est la façon dont on passe les vitesses. Alors, c'est pas un inconvénient, je dirais, c'est une façon de faire qui est différente. Alors oui, c'est une façon de faire. Faut l'apprendre. Quand tu es habitué à un dérailleur classique, tu vois ça comme une contrainte un peu supplémentaire. Tu vois. Vrai. Mais c'est vrai que c'est comme tout, c'est juste une question d'habitude. Mais donc, ce dont on est en train de parler là, c'est simplement le fait que... Alors oui, on peut passer les vitesses à l'arrêt, on peut passer les vitesses à la descente sans pédaler et tout ça, mais quand on les passe en charge, en montée, il faut, en fait, au moment de passer, puisqu'en fait, c'est des engrenages qui s'encliquent les uns dans les autres, il faut, entre guillemets, alléger les pédales au passage de vitesse. C'est-à-dire que si vous êtes en train d'appuyer comme un bœuf sur les pédales, vous ne pourrez pas passer les vitesses. Ça passera pas. Il n'y a pas d'embrayage comme sur une voiture. Alors, sur un dérailleur normal, c'est pas indiqué non plus de passer les vitesses en appuyant comme un bœuf. Mais c'est possible. Mais voilà, mais ça marche. Là, vous ne pourrez pas le faire si vous êtes vraiment en appui fort. Alors, c'est comme tout, c'est un coup à prendre. C'est-à-dire que très vite, vous allez avoir le réflexe de, au moment où vous passez la vitesse, vous allégez le pied, en fait, sur la pédale. Enfin, je ne sais pas trop comment
l'expliquer, mais ça se prend vite le coup. C'est un peu ce qu'on fait avec un dérailleur quand on veut pas l'abîmer non plus, hein, sauf qu'on va le faire vraiment de façon obligatoire sur ça. Voilà, c'est juste ça. Un dérailleur, si tu le fais même en force, ça va faire un bruit dégueulasse, mais ça va passer. Mais quand tu fais ça bien, en principe, même avec un dérailleur, tu dois relâcher ton effort au moment où tu passes ta vitesse, pour que la vitesse passe même en montée, quoi. En fait, ça apprend à passer ses vitesses correctement. Exactement. Quoi. Mais c'est pas vraiment gênant. Enfin, Non. C'est juste une habitude différente d'apprendre, quoi. Inconvénient numéro 2. On en a parlé déjà, c'est le coût, puisque effectivement, tu vas pas trouver cette technologie-là sur des vélos entrée de gamme, milieu de gamme. C'est clair que le coût est un petit peu supérieur à ce qu'on fait en dérailleur, sauf que maintenant, on a des dérailleurs électriques qui coûtent très très cher, donc finalement, cet écart de prix, il n'est pas si important que ça. L'inconvénient numéro 3, qui est vraiment l'inconvénient principal pour le coup. Le poids. Le poids. C'est par rapport à une transmission moderne 1x12, on va être entre 1 kg et 1,4 kg de plus. Donc à relativiser quand même, parce que comme on l'a dit précédemment, le poids est très bien réparti. Donc faut pas partir du principe que ça va être une enclume dans la sensation, entre guillemets. Non, c'est même l'inverse en fait. Ce vélo, est-ce qu'on peut dire son poids? On peut le dire. Alors, ce vélo, ouais, il est optimisé. Hein. Ouais. Donc c'est un cadre full carbone, avec que des composants vraiment haut de gamme. Et là, il pèse 14,3. Donc par rapport au montage qu'on a pu te faire précédemment, on est au-dessus. Mais alors, un enduro déjà léger, mon bike précédent, c'est le même type de config, sauf qu'il était à dérailleur classique. Il pesait 13,9. Voilà, donc il y a quoi, 500 grammes d'écart. Mais comme tu l'as dit, la répartition des masses, elle est tellement optimale que tu le ressens pas spécialement finalement. C'est même pas ça, c'est que tu trouves celui-là mieux. Ouais. Ah oui. Donc bon, voilà. Moi, la seule problématique, c'est le portage. Hein. Ouais. Et je veux dire, en comportement, lorsque tu le rides, c'est infiniment mieux. Le poids, tu le sens pas, c'est même l'inverse. T'as l'impression qu'il est plus léger. Et puis il est peut-être plus stable. Il est plus stable et tu as l'impression qu'il est plus léger. Ouais. C'est quand même assez surprenant. C'est pour ça qu'il faut relativiser cet inconvénient. Voilà, ça dépend par rapport à quoi on le place. Toujours mais du coup, si moi je suis prêt à prendre 500 grammes de plus pour le portage à la montée, c'est bien que je m'y retrouve à la descente. Oui, parce qu'Alexis, quand même, il faut savoir qu'il nous en fait voir de toutes les couleurs hein, pour le poids. Il faut changer toutes les vis titane, faut tout changer, moindre gramme. Donc si même toi, tu dis que c'est pas un problème le poids, je pense qu'effectivement, c'est pas un problème. Et j'avoue que moi, j'avais jamais testé avant. Donc moi, c'était un peu qui tout double, hein, parce que soit ça le faisait, soit tu devais renvoyer le vélo en Nouvelle-Zélande, quoi. Bah oui, je leur avais dit clairement à Zérod, hein, je leur avais dit, si ça me va pas, et si le surpoids n'est pas compensé par tous les autres bénéfices, non, on arrêtera là, et puis on n'en parlera pas, je vous rendrai le vélo. Quoi. Oui, parce que la performance passe quand même avant tout, mine de rien. Là où tu roules, c'est important d'avoir un vélo sur lequel tu puisses compter, quoi. Mais alors là, jamais je reviens, là. T'as trouvé finalement, au fil des années, l'équilibre parfait entre tous les prototypes qu'on a pu te faire, entre guillemets. T'as fini par atteindre le vélo ultime au fil du temps, quoi. D'une certaine façon, ouais, c'est ça, ouais. Et on a les avantages du single speed avec la transmission classique qui puisse passer les vitesses, un poids mieux réparti. La géométrie mulet, les trucs, enfin tu vois, peu à peu, La fiche technique de ton vélo de rêve, elle s'est peaufinée avec le temps et c'est ça qui est intéressant de bosser ensemble depuis longtemps, c'est que moi j'ai vu ton évolution aussi. Et on a quand même, à l'époque, t'étais sur des vélos de descente. J'ai commencé par les vélos DH en double T, tout ça, qui était assez lourd. Mais alors, à l'époque, il n'y avait pas les super enduro qui existaient. C'est vrai. Donc, tu avais le choix entre soit un gros vélo DH, soit des vélos d'enduro assez light. All Mountain, ouais. Donc après, dès que les super enduro sont sortis, je suis passé sur le super enduro. J'ai fait les premiers super enduro. Après, je suis passé en super enduro single speed. Puis après, avec toutes les évolutions techno, et notamment les périphériques qui s'allègent, je suis passé à nouveau sur une transmission normale, mais avec un montage mulet ultra léger et tout ça, avant de finalement passer là-dessus. Qui est un peu une synthèse de tout. C'est ça, c'est pour ça que ça me faisait penser à ça. Sauf que celui-ci, il existe depuis longtemps en plus. Hein. Ouais, Zérod a pu gagner quelques années. C'est vrai. Ils y croient depuis très longtemps, la boîte de vitesse. On peut peut-être présenter quand même le reste de la fiche technique du vélo. Ah, bien sûr, on va parler de tout le reste, parce qu'il y a quand même des évolutions par rapport à mes anciens vélos. Je vais commencer par les suspads, c'est ce qu'il y a de plus important, pas le cadre. Hein. Sur mon vélo précédent, j'étais en Lyric 170. RockShox. Là, je suis repassé sur une 36. Pourquoi Tout simplement parce que en fait, c'est la fourche de base du modèle de série. Et Zérod m'ont proposé de me le laisser. Ils étaient d'accord pour que je passe en Lyric. C'est vrai que j'étais habitué à la Lyric. Je leur ai dit, ok, je vais repasser sur le 36. C'est vrai que dans ma vidéo, dans le backcheck précédent, j'avais fait l'éloge de la Lyric par rapport à une Fox, mais une Fox 38. Et ma comparaison, c'était entre la 38 et la Lyric, mais j'ai pas fait une comparaison entre la Lyric et la 36, parce que la Lyric et la 36 ont quand même énormément de similarités, et je retrouve à peu près tout ce que j'aimais bien sur la Lyric sur la 36. Rien à dire.
Non, rien à dire. Comportement vraiment parfait, Fox 36. Et c'est surtout que les Fox 36 de... Alors, je sais plus depuis quand, mais elles ont été allégées, en fait. Donc là, en fait, on a un poids qui est équivalent au poids de la Lyric. T'as le tout nouveau châssis. Sachant qu'en plus, le poids de base, il est donné avec l'axe en attache rapide, qui est très lourd. Et là, je l'ai remplacé par un axe... Axe traversant à visser, ouais. À visser. Ouais. Là-dessus, on gagne, je sais plus combien, 80 grammes, un truc comme ça. Pour toi, c'est beaucoup. Ah, c'est énorme. Oui, c'est vrai. Et alors que la Lyric, c'est un peu triché d'une certaine façon, parce que le poids de base, il est avec un axe à visser. Mais de toute façon, la Lyric, attention, la Lyric, c'est des plongeons de 35 mm. Ouais. Donc, c'est pas du 36 déjà. Oui. Après, la rigidité, je ne considère pas ça comme un avantage. Sur les bikes full carbone, avec roue carbone, cintre carbone et tout, en fait, c'est bien d'avoir un bike un peu flexible. Alors donc, pour la 36, on peut revenir dessus, du coup, c'est un choix très... C'est ça surtout qui m'étonne un petit peu, parce qu'on n'en voit pas souvent. Exactement. Enfin, moi, j'en vois souvent depuis sur le vélo de Fanny, ça fait très longtemps qu'il y en a un. Exactement. Mais... Donc c'est pour ça, d'ailleurs, que je suis passé là-dessus. Ouais. DVO Topaz. Topaz T3R. Sur mon vélo précédent, j'avais un peu la Rolls des amortos avec le XT Storia V3, donc qui était un des meilleurs amortos à ressort du marché. Là, vu que je devais compenser le poids de la boîte de vitesse, je me suis dit, je vais repasser sur un full air. Pourquoi ce choix d'amorto? C'est parce qu'en fait, Fanny, sur son vélo, qu'elle roule depuis déjà quelques années, elle a ce même amorto. Et à chaque fois que j'essaye son vélo, je lui dis à chaque fois, mais ton amorto, il est vraiment trop top, il est trop bien réglé. Tu sais, souvent, on s'échange des vélos comme ça pour se tester des trucs et tout, et à chaque fois, je me dis, il est trop bien. Alors que je vois, en plus, la maintenance, elle n'est pas non plus au taquet, elle fait pas des réglages de ouf dessus, et l'amorto, il est... Non, mais tu dis ce que tu veux, hein. C'est pas moi qui vais prendre un taquet derrière. Hein. Et donc j'avais vraiment l'impression que c'était un très bon amorto. Mais c'est un très bon amorto, ça. Et c'est surtout qu'il est ultra léger. C'est un des plus légers du marché. C'est pour ça que j'ai demandé qu'il me montre cet amorto, mais génial. Vraiment pas déçu. C'est dur de dire entre la géométrie ou l'amorto fait le comportement, tu vois. Mais le fait que tu l'aies apprécié sur le vélo de Fanny, qui n'est pas du tout le même vélo, et que tu l'apprécies encore sur celui-là, ça prouve quand même que l'amorto te plaît, quoi. Après, s'il est aussi léger, ça s'explique aussi, hein, par rapport à des gros amortos d'enduro AR type Float X2, etc. On va avoir un corps qui est beaucoup plus fin, etc. C'est aussi pour ça qu'on gagne du poids. Mais toi, encore une fois, vu que tu descends pas des pistes à Mach 12, toi, c'est pas ton but. Tu peux largement descendre ce que tu fais avec ça, et le poids, il est beaucoup plus contenu, quoi. Sachant que celui-ci, c'est un amorto à blocage aussi. Là, il y a une molette qui permet de passer en position bloquée. Tu vas finir par pédaler vraiment. Hein. Mais j'en suis sérieux. Tu vas devenir un vrai crosseux. Le Storia V3 de mon bike précédent, je valide. Même si je l'ai pété quand même au bout de 9 fois, quoi. A priori, tu vas descendre quand même. Je vais tout tuer, quoi. Ah bah, de manière... Mais au départ, tu te plaignais pas d'un comportement du vélo, tu te plaignais d'un bruit. Non mais ça fait... Non mais tu te fous de moi. Il est trop bien réglé, il n'y a même plus d'amorto. Donc plus de blague, il n'y a plus que du premier degré. Ah ouais, mais alors attends, pour ça, faut quand même être gentil avec eux. T'avais une huile particulière pour le Chili. Hein. Non, c'est vrai, t'as raison. Et t'as re-ridé avec. J'avais pas l'huile normale dessus, donc c'est logique que peut-être qu'à un moment... Bon, c'était un excellent amorto. Ouais, il est top, hein, franchement. Il est top, et celui-ci, il est vraiment top aussi. Les roues, peut-être, c'est important? Bien sûr, les roues. Donc les roues, ça c'est un montage spécial. Alors tout le montage a été fourni par Zerod du coup, mais les roues du coup ils les ont fait assembler. J'adorais les DT EXC 1200. Je roule là-dessus depuis 3 ans maintenant. 3 ans, ouais. Et en fait, ils m'ont proposé ça. J'en avais entendu parler pareil, mais pas plus que ça. C'est pas très connu. Hein. En gros, c'est des roues carbone de même poids. Mais après, il y a beaucoup de similarités parce que les axes et les rayons... c'est du DT suisse. Voilà, c'est du DT, c'est les mêmes, c'est les rayons... Oui, c'est du DT suisse, 240. Et les rayons, c'est les Aerolite. Aerolite, ouais. Chez DT Suisse, ouais. Et du coup, c'est le cercle qui fait vraiment la différence. Donc, c'est des roues de la marque South, qui est une marque sud-africaine, qui fait des roues full carbone. Donc ça, c'est leur modèle enduro. C'est vraiment top comme sensation. Je retrouve à peu près les sensations des EXC 1200. Donc des super roues, en fait. Ouais, des super roues. Elles sont plus rigides, en fait, que les EXC, qui sont quand même assez... de toute façon, le DT Suisse, ils font des cercles très fins par rapport à la concurrence. Mais j'ai hâte de voir ton retour sur le long terme par rapport au fait que tu aies des nappes de rayons symétriques. Parce que la dernière fois que j'ai pris ta roue arrière en entretien... Elle était dans un état... Oui, mais il manquait de rayons, souviens-toi. Oui, c'est vrai, mais... mais ce que je veux dire, c'est que potentiellement, celle-là, peut-être qu'elle va mieux supporter tes décalages. Avec 2 rayons en moins, c'est fort. Oui, mais attends, j'avais fini toute la descente, j'avais fait 1000 mètres de dénivelé avec 2 rayons de moins, donc forcément qu'elle est arrivée dans un état... Faut pas le dire au mécano, ça va l'énerver. Bon, comment est-ce qu'on l'arrête, cette bête, du coup?
Alors les freins, c'est un test. Ouais, ouais. C'était un test. Ça fait des années et des années que je roule avec du Shim. J'ai roulé beaucoup sur du synth. Depuis 2 ans, je suis sur du XTR. Je suis très content des XTR. Franchement, pour moi, la différence entre synth et XTR, je la vois à peine. Hein. Ça, c'est une question de volume d'huile. Hein. Sinon, le ressenti, il est exactement pareil. Et après, bon, en termes de chauffe, moi, je fais pas de la DH. C'est ça, tu fais pas la DH. Mais là, du coup, je suis passé sur du Magura MT7 pour une question de poids, parce qu'en fait, les MT7 sont beaucoup plus légers que les XTR, ce qui est assez étonnant. J'avais jamais fait gaffe à ça. Et c'est en cherchant des freins, des possibilités d'avoir des freins plus légers, que je me suis rendu compte que les Magura, ils étaient encore un cran en dessous. Alors, les Magura MT7, il y a du bien, du moins bien. Enfin, en termes de freinage pur, ils freinent très très fort, peut-être même plus fort que les XTR. En ressenti, ouais. L'attaque, elle est plus méchante. Par contre, tu peux doser plus normalement. Tu peux lécher normalement plus le disque. Je suis pas d'accord. Après, t'es tellement habitué au Shimano, tu te rends même plus compte de... Non, je suis pas d'accord parce que c'est leur vrai problème, c'est que pour moi, le toucher est moins franc. C'est-à-dire qu'on se rapproche un peu d'un guide, tu vois. Ouais. T'es dur là quand même. Non, c'est pas du guide, parce que le guide, j'aurais jeté tout de suite. Non. On a quand même un toucher. Oui. Tu sais, sur les... C'est plus spongieux, on va dire ça comme ça. Sur les Shim, c'est vraiment on-off. C'est-à-dire que là, tu freines pas. Quoi. Là, en fait, l'attaque, elle est pas franche. Ça freine très fort, mais c'est pas franc. C'est dur à... Je suis d'accord. Et j'aime moins, du coup. Si je suis être pointilleux, je dirais que je préférais le toucher extérieur. Alors après, c'est peut-être parce que j'ai 10 ans de... 10 ans d'XTR dans les pains de Shimano dans les pattes, ouais. Après, j'ai hâte de voir quelle durée de vie auront les leviers. Parce que c'est une texture très particulière. Je sais pas pourquoi ils dureraient moins longtemps. Tout le monde m'a dit les leviers sont fragiles, mais attends, ils sont très épais, mais c'est... Oui, mais c'est ici que ça pète, en fait. En fait, il pète carrément là. En fait, le maître cylindre, il est en carbotecture, c'est du plastique, hein, grosso modo. Et c'est très alors, fragile. on fait des bons plastiques. Ouais. Non, mais... Les avions, c'est surtout du plastique. Ouais, bon, ok. Et écoute, j'espère en tout cas qu'ils vivront longtemps, ça c'est sûr. Par contre, j'ai vu que tu as gardé des disques Shimano. Ah ouais, donc ça c'était un choix qu'on a vu avec Zerod. C'est juste pour une question de poids, parce qu'en fait les disques Magura sont plus épais et plus lourds. Donc c'est pour ça qu'on a gardé des disques Shim, donc des disques ventilés, c'est des High-Tech, ouais. C'est vrai que j'ai pas gardé les fameux Centerline SRAM que tu aimais tant. Je les déteste, mais bon, ouais, c'est... Moi je les aimais bien ces disques, les Centerline, parce que tu pouvais les détordre à la main. Oui, bah c'est le problème justement. Bah oui, mais t'es pas censé les tordre aussi facilement, mais bon. Ouais, mais quand tu les tords, tu les détords. Oui. Enfin en montagne, direct, hop. Oui. Après, bah t'as quand même... Moi, c'est un truc qui m'attire l'œil, c'est les périphériques. De toute beauté, je dois dire. Tige de sel et cintre Hope. Ah ça, ouais, ça c'est beau. Ça a plaisir des yeux, hein, franchement. Ils sont vraiment magnifiques. Les périphériques Hope, franchement... c'est très très joli. ça c'est le cintre, le même que j'avais sur le Moonraker. Et du coup, là, la tige de sel qui va avec... Carbone bidirectionnel, là, magnifique. Hein. Ouais, c'est vraiment joli. Et donc ça associé à une potence ultra légère, avec juste une potence bivis et pas quadrivis en fait. Tu gagnes encore du poids du coup. Voilà. Alors les pédales, c'est les fameuses pédales HTM03T. Que tu as toujours depuis longtemps maintenant. Ah ouais, ça vaut une couille, c'est fragile. Vaut presque deux même. Mais... Alors, ces pédales, je vais quand même vous faire un petit topo là-dessus, parce que j'en ai utilisé peut-être une dizaine de paires depuis... Elles sont très fragiles. Ouais, elles sont géniales. Mais par contre, elles sont ultra fragiles. Et pour le prix, si je devais les payer moi... Elles coûtent combien déjà 300 Entre 200 et 300, ça dépend, ouais. Mais elles sont fragiles à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que bien sûr, c'est du magnésium, en fait, la structure. Du coup, là, dès qu'on touche un rocher, voilà. Les picots sont en alu. Alors, les picots, j'en change après chaque sortie, des picots. Et en plus, on peut pas retrouver ces fameux picots avec les couleurs de ces pédales-là une fois qu'on a... utiliser tout le set de la boîte, il y en a plus. Faut changer les pédales, quoi. Bah si, tu veux, mais pas d'une autre couleur, enfin d'une autre couleur. Et ouais, les roulements, c'est pas fou. Bah, même sur des neuves, là, tu vois, celles-ci, elles sont neuves, au bout de 3 sorties, j'en ai une qui claque un peu sur le roulement. J'en ai déjà démonté des comme ça, et franchement, c'est pas fou. Ouais. C'est pour ça que moi, à l'époque, je t'avais conseillé, elles sont peut-être un peu plus lourdes, mais les Crank Brothers en titane, là, elles ont des roulements de meilleure qualité. Ouais, mais elles sont beaucoup plus lourdes. Wow, elles font 299 grammes, ça va. Et après, leur grip est top, elles sont ultra fines. Donc ça, c'est génial d'avoir des pédales aussi ultra fines. Ça existe quasiment pas, des pédales aussi fines. Mais moi, je les considère quasiment comme des consommables, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que si tu devais les payer à chaque fois, ce serait fou, ça piquerait. Sur la boîte de vitesse, je note quand même qu'il y a des manivelles spécifiquement adaptées. C'est des pignons. Ouais. Les boîtes pignons ont des axes spécifiques, on peut mettre que les manivelles pignons. Donc on peut pas mettre les manivelles carbone, SRAM ou autres. Donc vous êtes obligé de mettre ces manivelles pignons. Et là, tu as mis une selle pour pédaler du coup. Ouais, c'est une selle de vélo de route, ça.
Ouais, c'est ce que je suis en train de voir, c'est pour ça. Mais t'en as plusieurs du coup des selles quand tu vas faire. Ok. Elle est aussi légère que la Tube Ah ouais Spider. Ouais. Ah d'accord, ok. Ouais. Ok, Rail ok. Carbone, c'est le même poids. Donc ça, c'est une selle Italia XLR. À noter que sur cette tige de selle Hope, le réglage se fait via monovis, c'est-à-dire qu'il y a juste une vis qui fait à la fois l'orientation, le recul. Du coup, là, j'ai mis un petit collier carbone. Avec vis titane. Après, t'es toujours resté chez Maxxis pour les pneus, de toute façon, tu changeras jamais. Hein. Donc c'est les Maxxis mignons DHF, DHR. Donc bien sûr, c'est du 29 et du 27. Et en taille, je suis... 2,5, 2,4. Voilà, Ouais, c'est ça. classique. Et sachant que moi, ma config, avec le temps, c'est du 3C Max Terra. Pour la gomme, ouais. Et par contre, en termes de renforcement... T'es en exo? Ça, Exo c'est plus? du exo simple, et ça, c'est du exo, Exo plus. plus, c'est très judicieux. L'exo plus, c'est du renforcement sur les flancs. Et c'est très rare quand on aille à pincer les flancs sur la roue avant, alors que l'arrière, au contraire... Elle ramasse. À un moment, je suis passé en exo l'année dernière sur l'arrière. Je faisais 2 centimes. T'as gagné 100 grammes, mais t'as perdu beaucoup de temps. Ouais. Après, j'ai gagné 100 grammes, je les remets en mèche. Hein. Bon, après, qu'est-ce qu'on. Là-bas, le détail ultime, qui a sur tous les vélos signés Righetti. La visserie, hein. La visserie. Quand même, il y a un truc qu'il faut quand même qu'on dise. Ouais. C'est que dès que t'as reçu le vélo, tu m'as appelé pour me demander si je pouvais voir toutes les vis de la boîte de vitesse, si on pouvait les passer en titane quand même. Ouais. Il n'y a que toi pour poser une question comme ça. Ouais, mais du coup, ils m'ont déconseillé chez Zero. Ouais, Ils non, m'ont dit non, parce qu'il y a un ordre de vissage spécifique, faut pas faire de conneries. Donc bon, Non. on les a laissés, c'est des vis acier normales. Mais t'as quand même du titane partout sinon. Sinon, j'ai du titane partout. Et du coup, j'ai choisi une couleur bleue là, pour aller avec un peu la fourche. Enfin bon, Ouais. j'ai fait un petit mix, tu vois. Ouais, c'est sympa. Ça va, C'est parce que sympa. le vélo est plutôt... Plutôt sobre, hein. sobre. Ouais. Et mon fameux capot de jeu de direction en tune. Tant qu'à être dans le jacket tuning. Je ne suis pas dans le Jackie Tuning. C'est celui que t'avais déjà depuis longtemps. Ultra léger. Bah, même sur le Mondraker, tu l'avais déjà. Donc, Ouais. ouais. Mais j'en ai de plusieurs couleurs différentes. Ah, sur ok, les vélos. d'accord. Ok. Du coup, quand même, un petit mot sur les grippes. Parce qu'il y a une spécificité vu que... Eh oui, il y a un demi-grip du coup à droite. Exactement. Ouais. Puisqu'en fait, là, il y a la manette du grip shift. Et donc là, c'est un grip spécifique, puisqu'en fait, il a une fixation qui est raccourcie. Donc vous pouvez pas acheter des grips standards, ou alors c'est des grips juste mono-fixation que vous pouvez couper. Et donc là, du coup, c'est 2 grips différents. Ça, c'est un All Mountain, et ça, c'est le grip Zerod. Ça te perturbe pas trop, ça va? Au niveau du Ouais, je l'ai mis un peu pour le design. Ouais. Ce vélo, on est clair que c'est pas du tout un vélo de série. Hein. On peut dire que tout a été optimisé pour ta pratique. Par contre, le cadre et la boîte de vitesse, tout ça, on peut le retrouver sur la gamme Zerod. Et j'en profite du coup pour vous annoncer que Mecha Bike Shop, donc c'est mon atelier, devient le premier revendeur français de la marque Zerod. Donc, si les arguments qu'on vient de vous évoquer sur ce vélo vous intéressent pour votre propre pratique, n'hésitez pas à nous contacter chez Mecha Bike Shop. Je vous mettrai tous les liens, les infos en description. Il y a 2 ans, donc Benjamin Bike a fermé. Ouais. Et donc j'avais annoncé à ce moment que du coup Benjamin il allait se recentrer sur son activité peinture, ce qu'il est en train de faire. Et Phil, je vous avais annoncé qu'il allait ouvrir son atelier vélo perso, donc de mécanique pure. Et Ouais. c'est ce que tu as fait. Ça fait 1 an et le départ est très très prometteur, on va dire ça comme ça. Et Attends, ça marche. c'est plus que prometteur. Oui, non, Là, ça t'as marche bien. démarré direct. Oui, non, ça marche très très bien, c'est vrai, ça marche très très bien. Donc, entre autres, je vais pouvoir vous proposer des vélos Zerod à la vente dès maintenant. Donc là, pour le coup, si vous voulez plus d'informations, le mieux c'est de me contacter directement avec les informations. Sachant qu'en plus, toi, tu as la particularité de proposer aussi des options de montage spécial. Montage à la carte, c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés. Hein. À la base, c'était l'optimisation du vélo par rapport à ta pratique. Vous pouvez acheter le bike de série. Ou demander à Phil simplement aussi des prestations de conseil pour le montage et puis de réalisation du montage. C'est ça. J'en profite pour vous terminer ce petit bout de vidéo en vous annonçant ce qui va suivre sur ma chaîne. Pour ceux qui suivent vraiment mon actu sur Insta et TikTok, vous avez vu que j'ai beaucoup ridé en fin d'année 2023. Il y en a pas mal qui ont dû se dire qu'ils n'ont pas vu tous les films sortir encore, et ils auront raison. Du coup, j'ai trop de films à monter en fait de ce que j'ai fait sur fin 2023.
sûr, il faut que je vous parle du Chili. Alors, le Chili... Ah ouais, le Chili. oui, il y a beaucoup qui attendent le film du Chili. Alors, ça me fait chier parce qu'en fait, j'ai déjà une version quasiment terminée du film, mais je peux pas la montrer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai monté tout le film. Alors, pour revenir au début, pour ceux qui ont pas suivi le sujet, du coup, sur le film du Chili, moi, je voulais faire un vrai long métrage, donc ce qui sera un film d'à peu près 2 heures, et pour ça, je me suis adossé à un vrai producteur de ciné. Et donc, c'est pour ça que le process prend beaucoup plus de temps, sans compter toute la mésaventure que j'ai eue, où je me suis fait piquer tous mes disques durs et mon matos informatique cet été, qui a retardé de plusieurs mois, voire de quasiment 6 mois, ce projet-là, malheureusement. Mais du coup, je l'ai repris à fond, et j'ai une version du film qui est, on va dire, terminée pour toute la partie des images qui ont déjà été tournées. Il y a une version du film qui est de 2 heures, qui est... Magnifique, j'imagine. Ouais, tu l'as pas vu encore. Non, je l'ai pas vu, mais j'ai envie, là. Il y a pas mal de gens qui l'ont vu, et ils ont tous adoré. Enfin, tu ne vois pas passer 2 heures, c'est un truc. D'accord. C'est vraiment un putain J'ai hâte de la voir. Et voilà, en revoyant tout ça, ça me Les frissons, ouais. J'ai hâte de le voir, C'est franchement. Et par contre, il n'est pas du tout finalisé, puisqu'en fait, pour en faire un vrai docu travaillé, il y a toute une partie de tournage additionnel à faire, que je vais faire avec le producteur et qui prend plus de temps. Donc je ne sais pas quand est-ce que le film sortira. Il va sortir en cours d'année, c'est à peu près certain là. Je ne peux pas vous dire quand, mais par contre, soyez sûr que vous le verrez de toute façon et que vous ne serez pas déçus. Donc voilà, je vous donne rendez-vous pour plus tard pour enfin voir ce film d'aventure. On vous dit à très vite pour de nouvelles aventures. Ouais. Et puis Phil, j'espère te voir le plus tard possible, parce que si je te vois, ça veut dire que... Et un problème mécanique. Ouais, on va éviter de se voir trop souvent, alors. Non, on se verra juste pour l'apéro. Exactement. Allez, bon ride à tous. Ciao. Ça y est, mais je pense que tu auras un de ces tafs de couple, là. Oh, laisse tomber le chantier.